Bonjour et merci infiniment de nous recevoir chez vous. Rencontre échange vos numéros, le 270e. Nous allons une fois encore parler de ces faits de société de chez nous, à savoir cette crise qui n'en finit pas depuis bientôt 3 mois, que ça a commencé avec en toile de fond la question des réformes constitutionnelles et ce dialogue qui est en voie, ou en tout cas qui est annoncé. Alors pour en parler, eh bien, je reçois pour vous le professeur Kossi François Ounaké. Il est enseignant-chercheur agrégé de droit à la faculté donc, de droit. Merci professeur d'accepter notre invitation. Oui, c'est un plaisir. Voilà. Nous allons échanger justement sur la Constitution. Vous êtes constitutionnaliste de formation, parce qu'en réalité, la question qui se pose au Togo, c'est justement cette question de réforme constitutionnelle, n'est-ce pas? Alors, on va faire qu'on analyse dans une salle de classe. Première question, c'est quoi une constitution dans ce pays? Alors, je voudrais partir de l'origine. Lorsque vous avez un peuple qui se regroupe sur un territoire à un moment donné, donc le peuple se donne des règles. Et ces règles sont destinées à organiser d'abord la société de façon structurelle et puis à régir les rapports entre les individus au sein de la société. Et à partir de ce moment se forme alors un ensemble de règles qui constituent les règles fondatrices de la société. Oui. Et ces règles, l'ensemble de ces règles constituent la constitution de la société. Et donc, aujourd'hui, de façon beaucoup plus classique, la constitution est définie comme l'ensemble des règles fondamentales, la loi des lois, la norme des normes, qui organise la société au-dessus des autres lois. Au-dessus des autres lois, qui organise la société et définit les pouvoirs, les rapports entre les différents pouvoirs, et enfin qui consacre et garantit les droits et libertés des citoyens. Donc, dans un État, la Constitution est la norme fondamentale. Il n'y a pas de norme au-dessus de la Constitution. C'est cela. Et il y a des fondamentaux que doit contenir justement cette loi fondamentale. Alors, si on s'y réfère à l'article 16 de la Déclaration française de 1789, dans un État, on a une constitution lorsque la constitution consacre la séparation des pouvoirs et la garantie des droits et libertés. Donc, étant entendu que lorsqu'on parle de séparation des pouvoirs, ça veut dire que les pouvoirs existent et que ces pouvoirs doivent forcément être organisés. Leur fonctionnement doit être prévu par la Constitution et les rapports entre ces différents pouvoirs doivent également être prévus par la Constitution. Donc, la Constitution organise l'État et au sein de l'État, la Constitution garantit également les droits et libertés des citoyens. C'est les deux fondamentaux. C'est cela. Alors, retour sur la séparation des pouvoirs. Est-ce qu'on peut rappeler ces pouvoirs qui doivent être séparés, non confondus? Alors, lorsqu'on est en démocratie, le pouvoir c'est un pouvoir politique. Et ce pouvoir politique doit être scindé en différents pouvoirs. Le concepteur, Montesquieu, qui disait que tout homme qui a du pouvoir a tendance à en abuser. Même la vertu a des limites. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. De ce point de vue, le pouvoir politique doit être divisé en 3 branches. En 3 branches, on a le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et puis le pouvoir législatif, tel que consacré par le titre 8 de la Constitution togolaise. Oui, alors bien souvent, ce qu'on remarque, c'est que la plupart de ces constitutions africaines sont calquées sur les modèles européens. Vous citez tout à l'heure la déclaration française, n'est-ce pas, de 1789. Est-ce que c'est la même réalité? Est-ce qu'il y a des réalités universelles sur quoi se fondent ces lois fondamentales ou bien est-ce qu'il faut tenir compte des particularités de chaque société? Alors aujourd'hui, la démocratie est universelle. L'état de droit est universel parce qu'il y a des principes aujourd'hui que vous ne pouvez pas ignorer. L'État togolais a signé des engagements internationaux. L'État togolais fait partie de l'UEMOA, de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations unies. En dehors de ça, le Togo a signé également des traités et conventions internationaux. Et de ces conventions, il y a des engagements que le Togo a pris. Et ces engagements, d'une façon générale, peuvent être structurés en des fondamentaux. Il y a des principes fondamentaux aujourd'hui qui ne peuvent pas être méconnus par les constitutions des États. Donc, la garantie des droits et libertés, la séparation des pouvoirs, ainsi de suite. Mais en dehors de ça, l'organisation même de la société doit tenir compte des réalités. Il n'y a pas de constitution ou de loi qui va en dehors des réalités sociales. La conséquence est que lorsque vous calquez
une constitution sur un autre État, sur les réalités d'un autre État, c'est que la Constitution aura du mal à s'adapter à l'intérieur de l'État. Oui. Et donc, les gens ne vont pas se retrouver dans cette Constitution. Et les principes fondamentaux, oui, c'est les classiques, on doit participer aux principes fondamentaux, mais nécessairement, on doit revenir à nos réalités, prendre en compte nos réalités et voir dans quelle mesure on peut mettre en place des textes et des structures qui vont essayer, à partir de ces réalités, de booster le développement de l'État. Parce que n'oublions pas, la Constitution n'est pas seulement politique. Ah oui. Ah oui, la Constitution n'est pas seulement politique. Dans la doctrine, on distingue en réalité 3 sortes de constitutions. Ça ne veut pas dire qu'il existe 3 constitutions. C'est comme si il y a un seul Dieu, mais il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il y a la constitution qui est un tout, mais à l'intérieur de la constitution, la doctrine parle de constitution politique. Alors, la constitution politique est constituée par l'ensemble des dispositions qui organisent l'État de façon institutionnelle. Oui. Le fonctionnement des pouvoirs, ainsi de suite, comme on en a parlé tout à l'heure. Et il y a la constitution sociale. Et cet aspect de la constitution est souvent négligé par nos États. Alors, qu'est-ce que c'est, la constitution sociale? La constitution sociale, c'est cette partie de la constitution qui consacre les droits et libertés des citoyens. Et lorsqu'on parle de droits et libertés des citoyens, il ne s'agit pas seulement des droits politiques, mais il y a les droits civils, les droits économiques. Cela voudra dire que lorsqu'on veut appliquer une constitution, on doit forcément faire tout pour qu'on puisse arriver à un bien collectif. C'est-à-dire que nos gouvernants doivent tendre vers la satisfaction du bien collectif. Parce que nous reviendrons là-dessus sur la définition de la démocratie. Mais il y a également la constitution normative. La constitution normative, elle concerne la plupart ou les dispositions de la constitution qui consacrent sont ces dispositions qui consacrent le fonctionnement de l'État, qui consacrent les droits et libertés, qui consacrent également les différents pouvoirs. Donc, la constitution normative, elle est alors au-dessus de toutes les normes au sein de l'État. Donc, lorsqu'on applique la Constitution, il y a la Constitution politique, la Constitution sociale et la Constitution normative. C'est cela. Alors, qui est habilité à écrire un texte de loi fondamentale? Est-ce que c'est le travail de vous, constitutionnalistes, spécialistes, c'est le travail des politiques ou bien c'est le travail de tout intellectuel de tout citoyen Alors vous abordez là la question des modes d'élaboration de la Constitution. Il y a le mode démocratique, il y a le mode autoritaire et puis il y a un mode intermédiaire. Alors le mode démocratique consiste tout simplement à ce que l'on puisse demander au peuple de participer directement à la rédaction de la Constitution. Donc le peuple va élire des représentants qui peuvent être regroupés dans une commission constitutionnelle et cette commission constitutionnelle va chercher d'élaborer un projet et de ce projet maintenant, on peut soumettre ce projet au référendum pour que le peuple l'adopte. C'est ce qui a été fait en 1992 où au niveau de la conférence nationale souveraine, les délégués ont mis en place une commission et c'est cette commission qui a rédigé l'acte 7, l'acte 7 qui va devenir la constitution togolaise et maintenant on a soumis alors ce projet au peuple pour que le peuple l'adopte par référendum. Ça c'est le mode démocratique. Il y a également ce qu'on appelle le mode octroyé, ça c'est le roi ou le souverain qui octroie une charte, soit en négociant avec le Parlement, ou bien qui octroie tout simplement une charte ou une constitution à l'État. Mais aujourd'hui, nous sommes en démocratie, et en démocratie, aujourd'hui, pour mettre en place une constitution ou un projet de constitution, il faut nécessairement soit nommer une commission constituante, ou bien on peut élire également, comme cela a été fait en Afrique du Nord, en Tunisie ou autre, on peut élire les membres de la commission. Et ces membres de la commission ont pour mission de proposer un projet de constitution. Et c'est ce projet maintenant qui doit être soumis au peuple par référendum. C'est cela. Alors moi je m'intéresse aux membres, n'est-ce pas? Quelle formation doivent-ils avoir? Est-ce que c'est des gens de terrain, de droit, de constitutionnalistes pour rédiger le texte? Alors, pour rédiger le texte, c'est vrai qu'on doit avoir des techniciens. Et les techniciens, les légistes, ceux qui savent écrire un texte. On doit avoir des juristes. Mais en dehors de ça, pour écrire une constitution, on a besoin de tout le monde. On a besoin surtout des politiques.
C'est ça. Alors, parce que lorsqu'on a une constitution, c'est les politiques qui l'appliquent et les politiques peuvent à un moment donné nous dire qu'au regard de cette constitution, voilà dans l'application les difficultés que nous avions eues. Donc les politiques sont à même de réorienter l'écriture de la constitution. On a besoin également des sociologues. Oui. Les sociologues qui sont au parfum des réalités et qui peuvent dire aux juristes, au regard de certaines réalités, voilà les tests que vous pouvez mettre en place, ou bien les suggestions, faites des suggestions, les tests que vous pouvez mettre en place pour que la société soit mieux organisée. On a besoin également d'économistes. D'économistes parce que nous sommes dans la mondialisation et les économistes sont également à même de donner un certain nombre de critères ou bien un certain nombre d'informations qui pourraient permettre de parfaire une constitution. On a besoin également de juges, de magistrats. Parce que c'est eux qui appliquent la Constitution, on a besoin de juges constitutionnels, c'est eux qui l'interprètent et l'appliquent. À partir de ce moment, ils sont à même également de dire, au regard de la Constitution que nous avons aujourd'hui, voilà les failles que nous avons pu détecter, voilà l'évolution qui peuvent être suggérées. Donc pour écrire une Constitution, on a besoin des techniciens, des légistes, mais on a besoin de tout le monde presque pour poser les bases du pacte social. N'oublions pas, la conscience a un pacte. C'est cela. Rencontre échange de numéro, le 170e, nous parlons de la Constitution avec cette crise que connaît notre pays depuis maintenant 3 mois et en toile de fond justement cette Constitution de 92 dont tout le monde se réclame et dont tout le monde parle. Alors justement, professeur, qu'est-ce qu'il y a de si précieux dans cette Constitution de 92 au point qu'on demande d'y retourner, de l'appliquer dans son intégralité telle que ça a été voté au référendum en 92. Alors, il n'y a rien de précieux dans cette Constitution. L'appel à un retour à la Constitution de 92 n'est que politique. C'est politique parce que on ne peut pas nous dire que dans la Constitution de 92, il y a quelque chose qui est aussi fondamental que nous, aujourd'hui, on ne peut pas voir ou écrire. Alors, politique parce que ceux qui disent qu'il faut aller à la Constitution de 92, ils se fondent sur l'article 59 de cette Constitution. Alors cet article 59 avec la version en aucun cas, ainsi de suite, on reviendra là-dessus. Et par rapport à cela, ils se disent, mais bon, nous sommes dans un régime politique où aujourd'hui, au regard de la révision du 31 décembre 2002, le mandat est renouvelable de façon illimitée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour qu'il y ait alternance. Ça, c'est légitime. Hein. Dans une démocratie, il faut qu'il y ait de l'alternance. Donc, il faut faire tout pour qu'il y ait alternance. Et bon, la solution qu'ils ont trouvée, c'est de dire, alors, revenons à la Constitution de 92. Alors, pourquoi? Parce qu'ils se disent que si nous revenons à la Constitution de 92, la conséquence, c'est que comme il est dit que nul ne peut exercer plus de 2 mandats, la conséquence c'est que le chef de l'État qui est en train d'exercer le 3e mandat ne pourra plus achever son mandat et donc il est obligé de rendre le tablier. Oui. Bon, ça c'est des arguments politiques qui résistent mal face aux argumentaires juridiques. Voilà, donc il y a également la forme du régime politique qui a été mise en place à 92, et moi, de mon point de vue, ce régime politique ne peut pas prospérer au Togo. C'est-à-dire un régime politique type parlementaire où le chef de l'État... Donc c'est la Constitution qui détermine le régime politique forcément. Okay. Forcément, dans un État, c'est la Constitution qui définit le régime politique. Bon, la Constitution ne vous dira pas que c'est un régime présidentiel, on ne dira pas dans la Constitution que c'est un régime parlementaire, mais au regard de l'organisation des rapports entre les différents pouvoirs, on sait que c'est parlementaire, on sait que c'est présidentiel. Et donc, le régime qui était mis en place à 92, c'est un régime qui est calqué sur le modèle français et qui ne peut pas prospérer parce que en France, on peut compter sur, entre guillemets, une maturité politique des dirigeants qui, à un moment donné, peuvent chercher l'intérêt général, faire un sursaut d'orgueil pour que le pays puisse avancer. Est-ce qu'au Togo, on pourrait fondamentalement appliquer ce type de régime? N'oublions pas qu'au Niger, par exemple, en 1996, ce type de régime a amené le coup d'État de Maï Nassara. Donc, lorsque on est dans un État, il faut prendre en compte les réalités de l'État, il faut prendre en compte la pratique politique pour proposer un régime politique. Et le régime politique... Ça veut dire qu'il y a des insuffisances dans cette Constitution de 92? Forcément, il y a des insuffisances dans la Constitution de 92. Oui. Il y a pourquoi vous pensez que cette Constitution ne peut pas prospérer au Togo?
Alors, je donne un exemple tout simple. Dans la Constitution 92, il est dit que c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre dans la majorité. Oui. Ça, c'est une bonne chose. Et que finalement, lorsque vous lisez les dispositions de la Constitution 92, en ce qui concerne les rapports entre le Premier ministre et le chef de l'État, c'est que c'est le Premier ministre qui doit exercer le pouvoir politique. Alors, pourquoi c'est difficile? Vous avez un chef de l'État qui est élu au suffrage universel, qui a un programme politique à appliquer. C'est ce programme qu'il a promis, ou bien c'est les promesses qu'il a faites à son électorat. Vous avez un Premier ministre qui vient également d'une majorité parlementaire. Le Premier ministre a également un programme politique à appliquer. Mais dans l'organisation des fonctions entre le chef de l'État et le Premier ministre, c'est le Premier ministre qui définit et conduit la politique de la nation. Donc, cela voudra dire que le chef de l'État n'a pas de marge de manœuvre. Et alors, si les deux viennent de la même majorité? Si les deux viennent de la majorité, comme ce qui est... Le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas parce que c'est la même... cohabitation. En cas de cohabitation, on aura des difficultés. Et la France qui a... Vous savez, le régime politique français en 1958, ce n'est pas le régime que nous avons aujourd'hui. Parce qu'en 1958, le chef de l'État français est élu au suffrage universel indirect. Ce n'est pas par le peuple. Donc, ce sont les élus qui élisent alors tout le chef de l'État. Et c'est le général de Gaulle qui a révisé la Constitution en 1962 pour faire élire le chef de l'État au suffrage universel. De sorte qu'à partir de cette révision, la nature du régime politique français a changé. Et c'est ça qui a amené plus tard la cohabitation avec un chef de l'État qui est élu au suffrage universel pour 7 ans. Et puis les députés pour 5 ans. Ce qui fait que lorsque on doit changer, on doit renouveler le Parlement, entre-temps, le chef de l'État est toujours en fonction. Il reste 2 ans à faire pour terminer les 7 ans. Et très souvent, le peuple français envoie au Parlement une majorité qui n'est pas celle du chef de l'État. Donc, c'est ce qui donne la cohabitation. Aujourd'hui, la France fait des efforts pour éviter la cohabitation. Parce que le septennat... Ça crée de l'instabilité politique. Oui, la cohabitation donne forcément l'instabilité politique. Vous savez, en France, c'est la maturité politique et puis la pratique des couloirs qui ont fait qu'ils ont pu gérer les cohabitations. Je ne sais pas si vous pensez que nous, on n'a pas encore atteint ce degré de maturité politique pour gérer une cohabitation? Alors, si les jeux sont clairs, si chacun joue son rôle, est-ce que ça ne peut pas être possible chez nous aussi? Non, je ne suis pas très sûr. Alors, parce que si on remonte dans l'histoire, si vous vous rappelez, le deuxième coup d'État, je crois, qui est intervenu au Togo, ou le premier coup d'État, je crois, c'est parce que le chef de l'État, le vice-président, n'arrivait pas à s'entendre. Je ne sais pas si on se rappelle. Il n'arrivait pas à s'entendre, c'est ça qui a amené le coup d'État. Ensuite, au Togo, est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui un chef de l'État uni et un Premier ministre ANC ou un Premier ministre CAR? La cohabitation serait difficile? Très difficile. D'autant plus que... Mais si on s'en tient au texte, je crois que chacun doit rester dans son rôle. Chacun doit rester dans son rôle. Mais vous savez, le régime politique qui est mis en place aujourd'hui, c'est un régime un peu chaotique. Le régime politique tel que la Constitution le dit. Parce que si ce régime qui est né de la Constitution du 31 décembre 2002 est appliqué, on aura forcément des crises politiques. Vous savez pourquoi? Parce que la Constitution dit dorénavant que le chef de l'État nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Cela veut dire que juridiquement, le chef de l'État peut nommer le Premier ministre ailleurs que dans la majorité. Politiquement, c'est impossible. Mais juridiquement, oui. Alors, si nous allons aux élections présidentielles, aux élections législatives, et que c'est l'opposition qui remporte la majorité parlementaire, le Premier ministre serait dans l'opposition. Le chef de l'État, il est de l'UNIR. Premier ministre de l'opposition. Alors, la Constitution dit, ce Premier ministre que le chef de l'État nomme, le chef de l'État le renvoie à tout moment. Donc, cela voudra dire que lorsque un jour le chef de l'État n'est pas content du Premier ministre, il peut le démettre. Qu'est-ce que ça va donner au Togo comme conséquence? D'autant plus que nous avons une croyance politique qui consiste à croire que lorsque vous êtes de l'opposition, vous vous approchez du parti au pouvoir, vous êtes un vendu. Lorsque vous êtes du parti au pouvoir, vous vous approchez de l'opposition, vous êtes un traître. Alors, ces deux conceptions ne peuvent pas faire que... D'ailleurs, le peuple lui-même ne conçoit pas que les hommes politiques puissent aller ensemble. Le peuple ne le conçoit pas. Donc, à partir de ce moment, lorsque nous avons un régime politique ou une pratique qui consiste à ce que le chef de l'État, les deux étant de bords différents,
ce serait difficile. C'est ça. Parce qu'il y a même, aujourd'hui je vais donner un exemple tout simple, il y a même certaines personnalités de l'opposition qui sont reconnues comme personnalités de l'État. Je veux parler du chef de file de l'opposition. Oui. Mais il se comporte toujours comme opposant. Alors que lorsque vous êtes chef de file de l'opposition, vous êtes une institution de la République. C'est ça. Et que le chef de l'État peut vous appeler à tout moment pour discuter avec vous et trouver une solution lorsqu'il y a un problème. Mais aujourd'hui, le chef de file de l'opposition et le chef de l'État, en réalité, c'est à ces deux personnalités de trouver une solution pour la crise. Mais c'est impossible pour les deux de s'asseoir, de discuter et de trouver une solution. Les deux s'écrivent et se rencontrent. Hein? Oui, ils s'écrivent, se rencontrent. Si leur collaboration était aussi efficace, on ne serait pas là. Depuis que la crise a commencé en août, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, c'est des institutions qui sont là pour trouver une solution, pour aider le peuple, pour aider l'État à trouver des solutions et avancer. Mais c'est des institutions qui se comportent toujours comme opposants. À partir de ce moment, moi, je vois très mal... Vous pensez qu'il doit y avoir une collaboration des chefs de file de l'opposition et des chefs de l'État dès lors que cela ça a été consacré dans... Forcément. Les deux... Vous savez, le titre ou bien la pratique de chef de file de l'opposition vient de l'Angleterre. D'accord? Et le chef de file de l'opposition est écouté par le Premier ministre sur des questions d'intérêt général. Le Premier ministre le consulte. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Jean-Pierre Favre est rarement consulté par le régime, par le pouvoir. Oui, tout simplement parce que moi je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit. Oui. Le tort est partagé. Le tort est partagé parce que vous êtes chef de file de l'opposition, une institution de la République. On vous invite à une manifestation nationale qui n'est pas d'un parti politique, mais vous refusez. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Vous êtes une institution de la République. Lorsque vous vous présentez là-bas, vous ne vous présentez pas en tant qu'opposant. Vous vous présentez en tant que chef de file de l'opposition. Mais il faut une culture civique de base. C'est ça le problème. Oui. Nous n'avons pas de culture civique. C'est-à-dire que la population elle-même n'arrive pas à concevoir que le chef de l'opposition et le chef de l'État puissent s'asseoir ensemble et discuter, ou que l'on les voit ensemble discuter à la télé ou parler quelque chose. Donc c'est ça, ce manque de culture, ce manque entre guillemets, de hauteur politique qui fait que finalement on n'arrive pas à progresser. Sinon, le chef de l'État et le chef de file de l'opposition devraient trouver une solution à cette crise depuis. Voilà, et donc nous sommes dans cette crise qui dure maintenant depuis plusieurs mois, et la réalité est qu'il y a tellement de discussions à propos, et pour vous, il y a en l'air un référendum que propose le régime. Les autres parlent de retour pur et simple à cette condition de 92. Qu'est-ce qui serait légal ou légitime à votre avis? Alors, le concept de légalité et légitimité. La légalité est juridique, la légitimité est politique. D'accord? La légitimité suppose donc l'accompagnement, l'accord, l'assentiment du peuple ou de la majorité ou de sa majorité à une politique ou à une action. La légalité, c'est la conformité à la loi. C'est ça. Donc, les gens disent qu'il faut retourner à la Constitution de 92. Moi, je ne vois pas. Moi, je l'ai toujours dit, c'est des questions à oublier pour qu'on puisse aller de l'avant. Maintenant, sur le référendum, vous savez, lorsque vous prenez l'article 144 de la Constitution, il est dit que le chef de l'État et puis un cinquième des membres de l'Assemblée nationale qui ont concurremment l'initiative de référendum. Donc, le chef de l'État peut convoquer le référendum comme un cinquième des membres de l'Assemblée nationale. Dans notre cas précis, vous vous rappelez que le texte qui a été soumis en septembre n'a pas été adopté au 4/5e. Alors, comme ce texte n'a pas été adopté au 4/5e, la Constitution dit que si les 2/3 sont réunis, on va au référendum. Cela voudra dire que juridiquement, le chef de l'État peut décider aujourd'hui d'aller au référendum. Mais politiquement, ce n'est pas opportun qu'on puisse aller au référendum alors qu'on n'arrive pas à s'entendre politiquement. Et donc, si on va au référendum, moi, ma crainte, c'est que si on va au référendum, on pourrait peut-être, après la proclamation des résultats du référendum, activer encore la crise ou les mouvements de rue. Donc, il faut forcément négocier. Et nous l'avons dit depuis le début,
nous avons fait un colloque à la faculté pour célébrer les 25 ans de la Constitution togolaise. On a dit qu'il faut aller à la négociation et que chacun puisse faire des concessions pour que nous puissions avancer. Donc, sur la Constitution de 92, je ne sais pas ce que la Constitution de 92 a d'aussi fondamental, si ce n'est l'article 59, en aucun cas, lui ne peut exercer plus de deux mandats. Et avec la question de la rétroactivité, sincèrement, professeur, alors, est-ce que cette question de rétroactivité se pose en réalité? Alors, la loi... Que dit justement, oui. Le principe de la rétroactivité signifie que la loi n'a d'effet que pour l'avenir. Donc, cela voudra dire que lorsqu'une loi est votée aujourd'hui, cette loi ne peut régir que les situations qui vont naître à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que la loi soit abrogée un jour. Alors, lorsque la loi est votée, elle ne règle pas alors les situations qui se sont produites avant elle. Donc, la loi n'a pas d'effet rétroactif. Maintenant, est-ce qu'une loi peut rétroagir? Alors, le principe, c'est la non-rétroactivité. Alors, l'exception, c'est la rétroactivité. Le principe, c'est que la loi ne rétroagit pas. C'est ça. Mais l'exception, la loi peut rétroagir. Alors, la loi peut rétroagir lorsque il est précisé de façon claire et que cette loi que nous votons va régler les situations qui se sont produites avant elle. Donc ça doit être notifié. Ça doit être clairement écrit dans la Constitution ou dans la loi que cette loi doit rétroagir. Si ce n'est pas écrit, la loi ne rétroagit pas. Alors, il y a une exception qui concerne les lois pénales. Oui. Mais la loi constitutionnelle n'est pas une loi pénale. La loi pénale dit que lorsque vous avez une loi plus répressive et qu'entre-temps, vous avez commis un crime ou bien vous commis une infraction, vous n'êtes pas encore jugé. Et avant que vous ne soyez jugé, il y a une loi qui est votée, qui est moins répressive, alors vous allez bénéficier de la loi qui est moins répressive. Là, c'est pénal. C'est un principe de droit pénal. Mais la loi, de façon générale, ne rétroagit pas. Et la loi constitutionnelle ne rétroagit pas. Pour que la loi constitutionnelle puisse rétroagir, il faut alors écrire dans la Constitution, notamment au niveau des dispositions transitoires, que cette loi va régler les situations qui se sont produites avant elle. Et il faut préciser à partir de quel moment cette loi doit régir les situations qui se sont produites avant elle. On peut dire la loi que nous votons va régler les situations à partir de 90, à partir de 2000, à partir de 2010, à partir de 2015, ça dépend. Mais il faut que nous sachions une fois pour toutes que si dans la loi constitutionnelle il n'est pas dit qu'elle rétroagit, elle ne rétroagira pas. C'est ça. Dans le cas d'espèce, au plan politique, dans notre contexte actuel, pour quelqu'un qui est déjà en son troisième mandat, avec une constitution qui a été toilettée en 2002, est-ce que cela s'applique, n'est-ce pas, pour mener l'apaisement et donc évoluer, comme vous l'avez dit? Alors, la Constitution togolaise a été révisée le 31 décembre 2002. Et l'article 59 qui a été rédigé, qui a été révisé, dit tout simplement que le chef de l'État est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Et il est rééligible. Donc c'est la réélection à l'infini. Alors, ça c'est la Constitution qui le dit. Et le chef de l'État, et lorsque je parle de chef de l'État, il faut que nous puissions savoir que je ne veux pas parler de chef de l'État fort Gnassingbé, nous parlons de chef de l'État. Donc nous sommes en train de faire une interprétation au regard de la Constitution. Et l'interprétation vaut pour X ou pour Y. Donc le chef de l'État qui est élu sous l'emprise d'une loi constitutionnelle qui lui permet d'être rééligible à l'infini, ce chef de l'État bénéficie alors de la réélection à l'infini. D'accord? Donc, il n'a pas été élu alors que le mandat était limité. N'oublions pas que la révision était terminée en 2002. Et donc, le chef de l'État qui est en exercice aujourd'hui, il est venu au pouvoir en 2005. Donc, il bénéficie de cette... Donc, la limitation de mandat à 2 n'existait plus en 2005. En 2005, la limitation de mandat n'existait plus. La révision est intervenue en 2002. 2005, la limitation n'existait plus. Et donc, pour certains, si on fait revenir la Constitution de 92, là où il y a la limitation, cela voudra dire que le chef de l'État doit quitter le pouvoir. Alors,
D'un point de vue politique, je pense que c'est un argument inefficace. D'un point de vue politique, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a 62 députés de demander à son parti de voter pour un texte et qu'une fois que le texte est voté, il s'en va. Politiquement, ce n'est pas efficace et ça ne prospérera pas. Maintenant, sur un plan juridique. Alors, sur le plan juridique, c'est que lorsque on fait revenir la limitation du mandat avec la disposition en aucun cas, alors, quels sont les effets? N'oublions pas que la loi ne rétroagit pas. Même si la loi, on retourne à la Constitution de 92, nous ne remontons pas à 92. Nous sommes en 2017. Retour à la Constitution de 92 ne veut pas dire qu'on doit remonter le temps et se placer dans la situation de 1992. Nous sommes en 2017. Donc, si la loi est adoptée aujourd'hui, elle ne peut prendre effet qu'à partir de 2017 et non à partir de 92. À moins que... Et c'est là où le bas blesse, hein, pour l'opinion nationale et pour les politiques. Oui, à moins qu'on écrive dans la Constitution, dans la révision, que nous faisons revenir la Constitution de 92 et cette Constitution doit prendre effet immédiatement et gérer les situations qui se sont produites à partir de 92. Juridiquement, il faut que si c'est écrit comme ça, cela voudra dire que les conséquences doivent être tout simplement prises. Maintenant, juridiquement, d'abord, sur la question d'un chef de l'État élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Lorsque on fait revenir cette disposition en limitant le mandat en disant renouvelable une seule fois, alors la question se pose. Le mandat n'est pas limité en réalité. Alors on dit le chef de l'État est élu pour 5 ans, pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. D'accord, ça veut dire qu'il fait 10 ans. Mais il peut revenir. Il fait 10 ans. On fait passer quelqu'un qui fait 5 ans. Comme c'est un mandat de 5 ans renouvelable, il ne va pas renouveler les 2 mandats qu'il a déjà fait. D'autant plus qu'entre-temps, il y a eu alternance. Donc il peut revenir, faire 2 ans, faire 2 mandats, revenir donc comme un jeu de chaise musicale. Ça ne résout pas le problème. C'est pour ça qu'on a indiqué en aucun cas. Alors, c'est ça aussi le problème. On met en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exercer plus de 2 mandats. Alors, que dit exactement cette formule? Alors, la formule dit en aucun cas, c'est-à-dire que le chef de l'État est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et la périphrase en aucun cas est collée directement à l'alinéa principal. Cela voudrait dire que la périphrase en aucun cas constitue une conséquence de l'alinéa principal. Si on prend cette disposition, cette interprétation comme telle, alors en aucun cas ne veut que dire ce que dit l'alinéa principal. C'est-à-dire que c'est en fait un pléonasme. C'est-à-dire, on dit le mandat est renouvelable une seule fois et en aucun cas vous ne pouvez pas faire 2. C'est la même chose. Cela voudra dire que... Et là, c'est pour ça que je me dis, est-ce que finalement nous ne sommes pas en train de gesticuler pour quelque chose qui ne vaut pas la peine? Parce que ne soyez pas surpris un jour qu'un juge vous dise en réalité qu'en aucun cas ne veut pas dire la personne ne peut plus revenir. Si vous prenez, on va faire du droit comparé. Vous prenez la France par exemple, l'article 6 qui dit que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Plus de 2 mandats. Là, c'est plus clair. C'est plus clair, consécutif. Donc ça veut dire que vous faites 2 mandats, vous partez, mais vous pouvez revenir. Alors, l'article 81 de la Constitution russe qui dit vous ne pouvez pas faire, la même personne ne peut pas exercer le pouvoir, le mandat plus de 2 fois d'affilée. D'accord? Donc, ça veut dire tout simplement que vous faites 2 mandats, vous partez, et vous placez quelqu'un, ou bien, bon, on peut avoir une élection avec quelqu'un qui gagne, et puis vous revenez après comme ce qui se passe actuellement avec Poutine et Dmitry Medvedev. Donc, on est dans ce cas de figure. Et en ce qui me concerne, alors, la question pourrait se poser, qu'est-ce qu'on veut dire par en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou non consécutifs? On peut se poser cette question. Est-ce que l'interdiction, elle est consécutive ou l'interdiction non consécutive? Ou bien on dit une interdiction une fois pour toutes. Alors, et je l'ai dit tout à l'heure que
comme la périphrase en aucun cas nul ne peut exercer plus de 2 mandats est collée à l'alinéa principal, cela voudrait dire que les deux disent la même chose. C'est une répétition. D'accord? Alors, ce qu'on aurait dû faire, c'est de faire de la périphrase en aucun cas nul ne peut exercer plus de 2 mandats un alinéa indépendant. Alors, ça veut dire qu'on fait un alinéa indépendant et là, il y a une autonomie de la périphrase en aucun cas nul ne peut exercer plus de 2 mandats par rapport à l'alinéa principal. Et là, ce n'est plus une répétition. Et de ce point de vue, la question demeure toujours, qu'est-ce qu'il faut alors faire pour que demain, on ne puisse interpréter en aucun cas de différentes manières? Peut-être, en aucun cas, ou bien on laisse tout simplement en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats de sa vie. C'est aussi une formule histoire. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats de sa vie. Et le problème est réglé. C'est là où se pose le point de l'interprétation de la loi, notamment la jurisprudence. Alors, qui est habilité à interpréter une loi fondamentale? Le politique, le juriste, ce qui est finalement? Alors là, vous posez une question qui a effectivement divisé la doctrine, qui n'a pas trouvé en réalité une solution claire. Vous savez, dans un Parce qu'il faut départager les gens, n'est-ce pas, finalement, à propos de ces polémiques. Oui, il y a une interprétation politique qui doit être faite de la Constitution, et c'est le chef de l'État qui doit faire une interprétation politique. Parce que la Constitution dit qu'il est le garant, de la Constitution, de la continuité de l'État. Donc, d'un point de vue politique, le chef de l'État peut interpréter la Constitution. Oui. Maintenant, d'un point de vue juridique, les juges peuvent interpréter la Constitution. Et prioritairement le juge constitutionnel. C'est pourquoi il y a la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi il y a la Cour constitutionnelle. Et notre malheur au Togo, et là aussi, s'il y a une réforme aujourd'hui, il faut qu'on puisse tendre vers là. Notre malheur au Togo, c'est que la saisine de la Cour constitutionnelle n'est pas démocratisée. La saisine n'est pas démocratisée. Peu de personnes, peu d'institutions peuvent saisir la Cour constitutionnelle, ce qui en soi constitue vraiment un vrai problème pour l'éclosion de la démocratie au Togo. Vous prenez le Bénin d'à côté, au Bénin, n'importe qui peut saisir la Cour. C'est vrai que ça pose un problème d'engorgement. C'est vrai que ça pose un problème d'engorgement, mais le problème d'engorgement peut, c'est-à-dire le fait que la Cour soit submergée par les saisines. Ça peut être réglé. Ça peut être réglé par des mécanismes ou bien par une organisation au sein de la Cour elle-même. Vous savez, au Togo, notre Cour constitutionnelle rend à peine une décision par mois. À peine. C'est trop peu. Mais une décision par mois au regard de l'agitation politique, ça pose problème. Vous savez, au Bénin, le Bénin arrive, la Cour constitutionnelle béninoise arrive à publier chaque année des recueils de décisions qui peuvent aller jusqu'à 300 pages, 400 pages. Ah oui, mais au Togo, il faut attendre peut-être 10 ans pour sortir un recueil de 400 pages. C'est totalement inimaginable. Et je pense que la saisine de la Cour constitutionnelle doit être démocratisée. Et sa composition aussi, parce que on en parle souvent. Oui, la composition, vous savez, il n'y a pas un modèle de composition de la Cour qui puisse lui donner une certaine efficacité. Vous savez, ce sont les hommes qui font fonctionner les institutions. Oui. Et donc, lorsque vous parlez de mode de désignation, vous prenez les États-Unis par exemple, les 9 juges à la Cour suprême sont désignés par le chef de l'État. C'est le chef de l'État américain qui désigne les 9 juges. D'accord? Mais cela n'a jamais constitué un motif d'affiliation politique de la Cour suprême des États-Unis à un parti ou à un chef de l'État. Donc, il y a ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude. Le devoir d'ingratitude qui amène chaque juge constitutionnel, une fois nommé, à ne pas chercher tout simplement à plaire ou à être redevable au regard de l'autorité. C'est des juges indépendants, n'est-ce pas? Ils sont indépendants. Mais vous savez, les textes ne peuvent pas amener un juge génétiquement modifié à la dépendance et être indépendant. Les textes constituent un adjuvant. Mais lorsque le juge veut il ne veut pas être indépendant,
De ce point de vue, on peut... mais ce qui est fondamental, c'est de revoir le caractère renouvelable du mandat du juge constitutionnel. Parce que le juge constitutionnel, là on ne le dit pas aussi, le mandat du chef de l'État est renouvelable de façon illimitée. Et le 31 décembre 2002, on a fait également du mandat du juge constitutionnel togolais un renouvellement illimité. Et de fait, il y a des gens qui sont à la cour aujourd'hui qui peuvent aller jusqu'à 20 ans. D'accord? Donc, soit ils sont nommés à vie, ça existe, mais le renouvellement de façon illimitée n'est pas non plus bon pour la démocratie. C'est ça. Ouais. Bien, merci professeur Mounaké pour cet éclairage que vous accordez dans cet entretien consacré justement à la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles avec cette agitation que notre pays connaît actuellement. Alors, il y a un dialogue qui est annoncé, qui est toujours en gestation, on n'y est pas encore. Est-ce qu'il faut abandonner la voie légale, soit constitutionnelle, pour s'orienter vers cette voie de discussion et quoi en retenir et quoi en obtenir? Alors, d'abord, lorsqu'on va en négociation, lorsqu'on va au dialogue, il faut toujours se dire que je vais faire des concessions. Je vais faire des concessions et il faut se garder de faire des promesses, des fausses promesses à la base ou aux partisans. Donc, lorsque vous allez à une négociation, vous devez faire comprendre aux gens qu'une fois qu'on accepte de dialoguer, de négocier, nous allons perdre des choses. C'est ça. Nous ne pouvons plus revenir avec ce que nous vous avions promis au début. Il faut qu'on commence par éduquer la masse par rapport à cela, pour que les gens ne soient pas surpris. C'est ça. Parce que vous ne pouvez pas aller à un dialogue et dire, moi je vais au dialogue pour négocier le départ du chef de l'État. Ça ne veut rien dire. D'accord? Et là, lorsque vous le dites, vous compliquez la tâche. Lorsque la base réclame certaines choses, comme dans le cas d'espèces, et les leaders ne sont que des porteurs de ces messages de la base. Non, c'est faux. Ah, d'accord. Ah non, c'est faux. Les leaders ne sont pas porteurs de quoi que ce soit. Vous savez, lorsque vous êtes un leader politique, ce n'est pas... Là, j'ai entendu des choses, des gens dire que c'est la base. Non, mais vous êtes un leader politique. La rue n'a pas de volonté. La rue n'a pas de volonté. Vous êtes un leader politique, vous dites que... Le peuple est souverain, professeur. Le peuple est souverain, mais la rue n'a pas de volonté. Alors, ceux qui sont dans la rue ne sont pas le peuple togolais. Ah oui, ils ne sont pas le peuple togolais. Donc, la rue n'a pas de volonté. Malgré cette mobilisation populaire que nous observons ces derniers jours, ce n'est pas représentatif, professeur? Alors, moi, je veux tout simplement caricaturer. Oui. Alors, lorsque vous prenez l'article 4 de la Constitution togolaise, il est dit que la souveraineté appartient au peuple. D'accord? Qu'il exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Et il est également dit, nul corps, nulle session, nul individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ça veut dire que aucun groupe de population, aucune personne ou aucun parti politique ne peut parler au nom du peuple. Ça, c'est ce que la Constitution dit. Nul corps, nul individu, nulle section du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. La souveraineté, elle appartient au peuple. Et donc, ceux qui sont dans la rue, je respecte la manifestation de la rue. Ça participe de la démocratie. Mais ceux qui sont dans la rue ne sont pas le peuple togolais. Alors, le peuple togolais, on peut, de façon mathématique, c'est 6 500 000 habitants. Ceux qui sont dans la rue, est-ce que c'est les 6 500 000 habitants? Non. Ensuite, Montesquieu dit que lorsque vous êtes dans une situation où vous avez une majorité qui s'est dégagée et que vous êtes dans la minorité, vous devez considérer que vous êtes trompé et suivre la majorité. De ce point de vue, ceux qui sont dans la rue, est-ce qu'ils forment la majorité des Togolais? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a 3 500 000, par exemple, Togolais dans la rue? Moi, je pense que c'est à ce niveau qu'il faut voir le problème. Donc, ce n'est pas parce que les gens sont dans la rue qu'ils parlent au nom du peuple. Mais ceux qui sont à la maison, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord, peut-être qu'ils sont d'accord, peut-être il y en a également qui n'ont pas, qui ne sont ni d'accord ni contre. Mais donc, aussi ils se sont abstenus. Mais aussi par peur aussi, hein, avec l'intimidation, tout ce qu'on a, tout ce à quoi on assiste. Hein. C'est pour ça alors que lorsque vous négociez, la négociation va commencer, il faut aller alors au référendum. Alors, pourquoi le référendum?
Alors, le référendum, c'est, de façon caricaturale, c'est une sorte de votation par laquelle le peuple se prononce par oui ou par non sur un texte. Et la différence avec l'élection, c'est qu'on se prononce sur une personne ou un programme politique. Dans le cas du référendum, le peuple sera appelé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si l'opposition et le parti au pouvoir arrivent à s'entendre sur un texte, si réellement chacun veut prendre le peuple à témoin, on va au référendum. C'est-à-dire que dans les situations normales, on peut ne pas aller au référendum parce que et l'opposition et le parti au pouvoir se sont mis d'accord. Alors pourquoi aller au référendum? On peut faire la révision par voie parlementaire. Mais on peut politiquement aller au référendum. Politiquement aller au référendum parce que là, il revient alors au peuple de se prononcer. Et la manière dont le peuple va se prononcer sur le texte qui lui est soumis, alors permettra de savoir si le peuple est du côté de la majorité ou bien le peuple est du côté de l'opposition. Et chacun, et moi je pense qu'aller au référendum peut-être pourra constituer également un bruit de sauvetage pour l'opposition, parce que là, l'opposition va se dire, ok, nous sommes allés au référendum, nous sommes allés en négociation, nous avons fait des concessions, mais c'est vous qui avez finalement accepté au référendum la concession que nous avons faite. Donc vous êtes d'accord avec nous. À partir de ce moment, l'opposition peut dégager sa responsabilité. Mais lorsque vous allez au référendum et que finalement le peuple dit non, on suppose qu'il y a un texte qui est proposé, le peuple dit non. Ça veut dire que le peuple n'est pas d'accord avec le texte. Donc le peuple renvoie alors dos à dos l'opposition et le parti au pouvoir pour aller chercher un texte qui fera consensus. Et si le peuple l'accepte, alors le peuple a donné raison aux deux. Mais au regard des résultats du référendum, on peut savoir si le peuple est du côté de l'opposition ou bien si le peuple s'est prononcé du côté du parti au pouvoir. Alors tout cela est bien dit, à condition que le système électoral soit assaini et propre, qu'on fasse jeu franc. Oui. Là, nous sommes des... Moi, je suis juriste. Alors, je peux que parler de ce qui est de droit. En ce qui concerne la transparence des élections, je pense que on doit tendre vers une CENI technique. Oui. C'est-à-dire, il faut sortir de cette croyance qui consiste à dire que... Et là, on a, depuis des années, depuis des décennies, on a pratiqué une CENI politique. Ça n'a jamais résolu le problème. Mais on continue toujours. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux une CENI technique. Mais c'est vrai que ceux qui vont faire partie de cette CENI technique, il faut également voir de qui il s'agit. Mais des CENI techniques, des techniciens qui sont là et qui ont pour mission d'organiser les élections. Parce que partout ailleurs, vous constatez que lorsque les politiques sont là, elle dit que ce résultat ne peut pas être proclamé parce que ce n'est pas, favorable à mon représentant, ainsi de suite. Donc, en réalité, ceux qui vont dans les CENI, ils ne sont pas les représentants des partis politiques. Il faut quand même qu'on arrive à se défaire de cette idée. Lorsque vous êtes dans une institution de la République, vous n'êtes pas là en tant que représentant d'un parti politique, vous êtes là en tant que représentant du peuple, ou bien quelqu'un qui est choisi pour exercer une mission. On n'est pas là pour l'opposition, on n'est pas là pour le parti au pouvoir. Et donc, il faut tendre vers une CENI technique, plutôt qu'une CENI politique qui nous a toujours posé des problèmes jusqu'alors. Et on n'est pas sorti de l'auberge parce que la CENI qui a été installée la dernière fois n'a pas vu la participation de l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition est dans la rue. L'opposition est dans la rue, oui. Il faut aller aux élections. Si demain on va aux élections, qui va organiser les élections? C'est la CENI qui est mise en place. Or, lorsque la CENI devait être mise en place, vous n'étiez pas là. Donc demain, on nous dira encore qu'on nous a volé. Donc, moi, je pense qu'au niveau de l'opposition, il faut quand même une certaine cohérence et l'efficacité dans l'action. Moi, je ne le dis pas parce que je suis contre qui que ce soit, mais je le dis parce que je constate que nous allons d'erreur en erreur et ce sont ces erreurs qui nous reviennent toujours à la figure. Et donc, il faut vraiment chercher, plutôt que de dire l'autre camp, concept, c'est vrai que bon, l'autre camp également doit faire des efforts, hein, parce que vous ne pouvez pas continuer par régir
sais pas, gouverner pendant 50 ans. C'est ça, je pense qu'on doit aujourd'hui, au regard même de la jeunesse, au regard de l'évolution, de la mondialisation, il y a certaines pratiques qu'il faut quand même laisser de côté. Donc, vous ne pouvez pas exercer le pouvoir pendant plus de 50 ans. Parce qu'il y a des gens, il n'y a pas des gens qui vont faire carrière dans l'opposition. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont entrés dans la lutte depuis 1992, ils sont toujours dans l'opposition aujourd'hui. Non, quelque part, il y a une certaine frustration. Il y a une certaine frustration parce qu'on ne peut pas faire carrière dans l'opposition. La démocratie, c'est l'alternance. Et il faut que le parti au pouvoir, un jour, puisse faire l'expérience de l'opposition. Oui, faire l'expérience de l'opposition pour savoir ce que veut dire être opposant, pour se préparer à devenir gouvernant. Et c'est ce jeu qui doit nous permettre d'aller de l'avant. C'est ça. Alors, professeur, on va conclure rapidement sur ce sujet parce que je voudrais aborder avec vous un autre point de vue très rapidement. Là. Alors, c'est de savoir, alors, finalement, si on vous demandait le schéma de sortie de crise en tant qu'intellectuel universitaire, quelle serait votre proposition? Faut-il aller au dialogue? Faut-il retourner à la Constitution? Que faut-il faire concrètement à votre avis? Alors, nous sommes dans une situation où l'opposition dit allons à la Constitution de 92. Et le régime dit, c'est le statu quo. La Constitution de 92, révisée le 31 décembre, nous plaît bien. D'accord? Et puis, il y a aussi une autre voie qui dit, bon, ok, on peut prendre la Constitution de 92 et puis introduire, pas toutes les modifications, mais certaines choses qu'on avait retirées, notamment le mandat et puis le mode de scrutin, pour en faire une nouvelle constitution. Moi, je pense que... Et aller vers une nouvelle république, c'est ça? Il y a aussi cette idée-là. Il y a cette idée, mais l'idée d'aller à une nouvelle république, elle vient de la doctrine togolaise, c'est-à-dire le colloque que nous avons organisé en octobre passé. Donc, c'est l'université qui propose d'aller à une 5e république. Pourquoi une 5e république? Vous savez, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, c'est-à-dire le peuple est souverain, le peuple se gouverne par le peuple, donc le peuple choisit ses représentants pour le peuple. Alors, c'est cette 3e branche pour le peuple qui n'est pas effective dans notre pays. Parce que lorsque vous êtes gouvernant, vous devez chercher le bien collectif. D'accord? Et il y a, c'est pas une phrase qui circule toujours au Togo, comme quoi c'est une minorité qui s'accapare les biens de l'État. Je pense que lorsqu'on constate que c'est une minorité, il faut poser des actions pour que la majorité puisse bénéficier. Parce que le Togo appartient à tout le monde. Les ressources de l'État appartiennent à tout le monde. Et on doit faire en sorte que chaque Togolais puisse bénéficier de ces ressources. Et c'est ça qui, en réalité, va amener les autres peuples à nous respecter. Parce que ne vous posez pas beaucoup de questions. Si vous constatez que nos citoyens, nos frères et sœurs vont en Libye pour tenter l'aventure, ne vous posez pas beaucoup de questions. C'est parce que ça va mal. Parce que si ça va bien chez vous, vous n'allez pas sortir de votre pays pour aller faire l'aventure, traverser le désert, traverser la Méditerranée pour aller quelque part où les gens nous considèrent toujours comme des animaux. Alors il faut se le dire, c'est-à-dire que du fait de notre peau noire, et du fait également que nous ne nous prenons pas au sérieux parce que nos États ne sont pas gérés de façon à ce que nous puissions nous sentir comme des hommes, les autres ne nous respectent pas. Aujourd'hui, on parle de la vente des Noirs. Oui, moi, je ne suis pas... Vous m'avez coupé le pied sur l'herbe, justement, c'est la transition que je voudrais faire. Oui, moi, je suis pas... Un mot sur ce qui se passe, justement, ce qui s'est passé en Libye, qui a choqué, et malheureusement, on n'a pas vu d'intellectuels africains s'insurger justement contre... Mais pourquoi les gens sont choqués? Ils ne sont pas choqués. Ils ne doivent pas être choqués, c'est normal. C'est normal parce que lorsque vous êtes bien chez vous, vous n'irez pas chez l'autre. D'accord? Et donc, vous avez... Et ça, il y a aussi une hypocrisie des chefs d'État africains. Une hypocrisie qui fait que finalement, les autres ne nous respectent pas. Alors, depuis là, ils n'ont jamais trouvé l'occasion pour dire à la France, à la Grande-Bretagne et aux États-Unis que c'est vous qui avez créé cette situation. C'est l'assassinat de Kadhafi qui a créé cette situation. Le chaos qui est surtout... C'est ça, c'est l'assassinat de Kadhafi. Et moi, je dis très bien, c'est un assassinat. C'est le président Sarkozy et les autres qui ont assassiné Kadhafi. Et là, ce n'est pas dit. Il faut à un moment donné qu'on leur dise la vérité. Il ne faut pas qu'ils viennent pour se mettre dans la peau de conseiller. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui, les
États africains, les pays africains doivent privilégier la coopération sud-sud. Et c'est ça qui va amener à ce que les gens nous respectent. D'accord? Et là, sur cette question, moi, je ne suis pas du tout étonné. Je ne suis pas étonné, d'autant plus que nos chefs d'État devaient savoir que ça devait arriver là. On devait en arriver là. Parce que vous avez des populations qui sont là, des gens qui sont sortis avec des diplômes, mais qui sont obligés de conduire les motos. Des gens qui sont sortis avec des diplômes et qui voient que ceux qui traînaient le diable par la queue. Vous avez fait des études avec certains qui sont toujours sortis de l'eau trouble. Il y a des gens qui sont repêchés de l'eau trouble, mais après, c'est ces gens-là que vous voyez, qui sont des directeurs, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des frustrations. C'est des frustrations. Et il faut forcément que le gâteau national soit géré pour que chacun puisse en tirer un profit. Donc, sur la question de la Libye, les Noirs qui sont vendus, ainsi de suite, moi, ça ne me choque pas. Ce n'est que la conséquence de ce que nous faisons dans nos États. Et il faut arrêter de privilégier cette coopération Union africaine, Union européenne. Ça fait 50 ans, qu'est-ce que ça nous a donné? Ça fait 50 ans qu'on commence la coopération. Ce qu'on doit savoir, c'est que ces gens, s'ils n'ont pas un avantage chez nous, ils ne viendront pas chez nous. C'est parce qu'ils trouvent quelque chose chez nous qu'ils viennent. Et il faut qu'on se prenne au sérieux pour que ce que nous avons, nous puissions revaloriser pour que les gens nous respectent. De toute façon, nous sommes aujourd'hui dans un monde où si vous n'êtes pas fort économiquement, politiquement, les gens ne vous respectent pas. Donc, sur la question de la Libye, la vente des Noirs, moi je suis étonné qu'au Togo, on se compose s'il n'y a pas de Togolais là-bas. Bon, je ne sais pas s'il y a des Togolais, mais on aurait quand même... Oui, parce que chaque pays envoie chercher ses ressortissants. Voilà, la Côte d'Ivoire a envoyé chercher le Cameroun, ainsi de suite. Mais c'est comme si au Togo, il n'y a pas de Togolais qui soient là-bas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut que le gouvernement aussi sorte de l'ombre pour nous dire qu'il y a des Togolais qui sont là et nous sommes partis les chercher. Ça fait de la publicité. Ça fait de la publicité pour l'action gouvernementale. Moi, ce que je reproche souvent, c'est que peut-être il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il faut que le gouvernement puisse communiquer. Le gouvernement puisse communiquer pour qu'on puisse savoir que sur tel domaine vous avez fait ceci, tel domaine vous avez fait cela. Mais si c'est le mutisme social, le mutisme total, les gens diront que rien n'est fait. Donc sur cette question, il faut qu'on nous dise que, et là aussi, oui, le Parlement, et là, c'est là aussi qu'on ne sait pas véritablement à quoi certaines institutions servent dans ce pays. Mais est-ce que le Parlement, les députés ne peuvent pas alors demander au ministre, convoquer le ministre des Affaires étrangères pour lui demander la situation des Togolais, par exemple, en Libye? Mais ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Mais ils sont dans la rue alors que les autres sont en train d'être vendus, les autres sont en train d'être maltraités. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette pratique? Moi, c'est vrai que tout ce qui est sur WhatsApp n'est pas bien, hein. Mais il y a des déclarations qui ont été faites sur WhatsApp, que une fois que les gens, il y a certains qui sont vendus, d'autres, lorsqu'ils meurent, on les enterre dans des fosses communes, parfois c'est des organes qui sont enlevés, que derrière il y a trafic d'organes, ainsi de suite. Moi, je n'en sais rien. Mais si c'est le cas, c'est un peu grave. Donc, il faut quand même que l'on puisse prendre des dispositions pour ramener nos frères et nos sœurs qui peut-être qui seraient là-bas ou qui ne sont pas là-bas. Merci, professeur Ronake, pour cet entretien. 30 secondes pour conclure cette émission. Que dire? Quel message? Alors, ce que je voulais dire, c'est que pour le Togo, on a besoin d'aller à une 5e République. Comme la Constitution de 92, le retour n'est pas possible, le statu quo n'est pas non plus possible, alors on peut se mettre d'accord pour aller de l'avant une 5e République. Et pour une 5e République, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller chercher des pèlerins, des migrants constitutionnels pour venir nous écrire une constitution qui ne nous ressemble pas. Il y a des juristes dans ce pays, il y a des personnalités dans ce pays qui peuvent écrire une constitution. Alors, si on veut aller de l'avant, allons à une 5e République et appelez-nous, nous serons là pour rédiger la constitution. Merci, professeur. Merci à vous. Merci à vous également, mes téléspectateurs, pour ce temps que vous avez consacré à nous suivre dans cette émission Entretien. Le professeur Ronake était dans mon invité pour parler de la Constitution, mais aussi de ces problèmes concernant nos Africains, nos Noirs qui sont donc vendus en Libye. C'est la fin de cette réflexion. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres entretiens. Au revoir et à très vite. Merci, professeur.